Voilà la suite d'un long voyage avec notre équipe d'épicurieux. Dans le dernier épisode, ils vous ont tout appris du domaine des eaux de glace. Maintenant, ils font route vers le domaine de Saint-Cyr. Une nouvelle aventure commence. Bienvenue dans le nouvel épisode des Bouffes d'Épicurieux. Aujourd'hui on est dans le Beaujolais, on va chez Raphaël Saint-Cyr, c'est lui qui nous accueille pour la journée. Nous sommes donc sur le domaine Saint-Cyr, on est dans le sud Beaujolais, sur la commune de Anse, en plein milieu des Pierres Dorées. Venez avec moi, je vais vous faire découvrir plein de trucs. Pour rappel, les Bouffes d'Épicurieux c'est très simple, c'est une équipe de passionnés de vin nature qui nous emmène à la rencontre de leurs partenaires. Le tout sur des grosses bouffes avec de la bonne humeur, plein d'anecdotes, plein de vins bien sûr. Voilà, on vous laisse nous suivre et découvrir cet épisode. Aujourd'hui on est au domaine de Raphaël Saint-Cyr. Il nous accueille aujourd'hui dans son domaine pour nous faire découvrir ses 18 cuvées qui vinifient de manière naturelle et quasiment sans soufre pour l'intégralité des cuvées. Et nous à l'inverse on a amené pas mal de nourriture pour pouvoir partager un moment convivial. Il y a aussi beaucoup de vignerons qui sont venus cet après-midi pour venir partager ce moment avec nous. C'est quoi comme huître du coup là ? Là on est sur des marraines d'Oléron, numéro 3 de Alex, la criée savoyarde à Chambéry. Ouais, c'est super. Et du coup aujourd'hui on est avec Yann Pernuis, vigneron sur Aïs en Haute-Savoie. Tout petit domaine, micro-domaine de 2,5 hectares. La particularité c'est qu'on travaille le cépage autochtone qui est le Gringet, qui est unique au monde puisqu'on est les seuls à l'avoir. Ça fait 5 ans qu'on s'est réinstallé à Aïs, on a recréé totalement le domaine, on est parti avec rien du tout. Il n'y a pas besoin non plus d'être très sélectif. Moi par contre tout est trié chez moi, hein. Table de tri obligatoire avant que ça soit rempli dans le pressoir ou la cuve. Derrière des débourbages très courts et puis ensuite la particularité c'est que c'est tout vinifié en amphore. Et c'est le seul vin de Savoie qui est autorisé à faire de la bulle en mettant vin de Savoie sur la bouteille, sinon c'est crémant en Savoie. Globalement le Gamay c'est le cépage essentiel de la région du Beaujolais, ça représente 90% je crois de cépage. D'accord. Et quand on dit Gamay on dit forcément Beaujolais. C'est un cépage dans lequel il y a du fruit, il y a aussi du terroir, et avec un même cépage on peut avoir différentes thématiques de vin et c'est ce qui est intéressant. Là c'est où tout se fait. Vous avez quoi ? Ce qui est incroyable tous les mois, c'est qu'on visite toujours des domaines qui sont différents et on remarque vraiment ce côté artistique dans le fait de créer du vin. Chacun a ses espaces, chacun a ses méthodologies. Ici on est chez un vigneron qui est très connu parce qu'il a la capacité en fait de faire du vin nature en très grande quantité. C'est un peu comme un restaurant gastronomique qui en voit pas pour 70 couverts. Et ici c'est un peu le cas quoi. Donc voilà. Donc le domaine c'est 23 hectares, 18 hectares dans le sud Beaujolais ici sur les argilo-calcaires et 5 hectares dans les crues sur Morfond, Moulin et Chénat. Dans le Beaujolais on a là deux principaux types de terroirs distincts. Dans le nord du Beaujolais les granites et dans l'ouest du Beaujolais. Et là dans la partie sud-est on a beaucoup de terroirs qui sont des argilo-calcaires, donc de l'argile. C'est vraiment des terroirs de prédilection de blanc. Donc dans le Beaujolais la proportion de blanc c'est entre 3 et 4%. Nous, on a quasiment un tiers. On a 30% de chardonnay sur notre parcellaire. Avant la création vraiment de l'appellation Beaujolais qui s'est créée en même temps que l'appellation Beaujolais Nouveau, on va dire tout était classifié en Grande Bourgogne, etc. Et la partie beaujolaise de cette Bourgogne est beaucoup plus demandée que la partie Bourgogne qu'on connaît aujourd'hui. Du coup là on est à la moitié de la déguste, je pense qu'il commence à avoir un petit peu faim, on va leur préparer un petit apéro à base de cerf. Venez avec moi, ça va être trop bien. On retrouve là des filets de cerf qu'on a mis à la poêle, juste quelques minutes histoire de les snacker, et après on les a mis en ballotine. Et après l'idée c'est de faire des tranches assez fines, tu vois, et tu vas venir disposer là comme ça. On va faire un carpaccio et après on va mettre du vinaigre balsamique, du parmesan, de la roquette, de l'huile d'olive, un petit peu de ciboulette, un petit peu de fleur de sel pour faire. Du coup là on retrouve de la truite sauvage de Savoie qu'on a fait un peu en mode gravlax mais vraiment léger que quelques heures. On a mis des petites pommes pour avoir de l'acidité, on met aussi du citron, des échalotes, de la coriandre, des noisettes torréfiées et en fait on vient mélanger un peu tout ça pour faire un tartare un peu cool. Et à ça on ajoute un petit peu d'huile d'olive fruitée vert pour amener un peu d'ardence. Du coup la noisette apporte un côté un peu croquant, avec la coriandre ça fait un peu la fraîcheur et pour un apéro c'est top.
C'est quoi un peu de l'essence d'Épicurieux? C'est quoi qui vous motive un peu tous les jours à faire ce que vous faites? Non, la soif de découvrir plein de choses. Épicurieux a commencé de ça en fait, simplement. Ça allait pas plus loin que juste aller découvrir des vignerons, comprendre leur système et surtout leur philosophie. Et après, surtout, en fait, je rentrais à la maison et puis j'ai envie de faire goûter ça aux copains, à la famille. Et c'est parti comme ça. Et dénicher des gens pour ensuite partager leur philosophie. Et ça nous a amené maintenant à aller encore un peu plus loin et on a toujours cette même philosophie. Du coup, on a tout le temps l'habitude d'avoir une connotation avec la chasse, avec beaucoup de préparation. Et nous, ce qu'on adore faire avec ces carpaccio-là, ou ces produits comme ça, c'est de les présenter simplement, de manière brune, juste avec quelque chose pour les sublimer. C'est beau, hein? C'est en gros, La création du Beaujolais nouveau est venue arracher beaucoup de blanc, a fait s'implanter beaucoup de gamets. C'était un petit peu la plumeuse d'or de l'époque, parce que deux mois après les vendanges, t'as tout vendu ta récolte ou en partie du moins. C'est de la trésor directe et tout ça, sauf que on sait la suite, hein, il s'est fait tout et n'importe quoi avec ça. Cette crise qui a été touchée, qui a touché d'abord le Beaujolais nouveau, le Beaujolais ensuite, etc., fait qu'aujourd'hui on a un peu de mal à comprendre pourquoi dans ce coin-là ils se sont arrachés tous ces blancs, ils se sont plantés tous ces gamins, mais c'était une vraie réalité économique à l'époque. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle nous on a mis un point d'honneur soit à remettre, donc comme dans les galons, qui sont plutôt des jeunes vignes, des chardonnays, ou alors à conserver, puisqu'on en a conservé quand même, il y en a quand même qui sont passés à travers cette folie d'arrachage. On a sur la Chassagne qu'on a vu juste avant. Ça, c'est des vieilles lignes de 70 ans sur des marques calcaires. Ouais, ici, on joue à domicile un peu. On est assez fan de gamay dans l'équipe. Donc forcément, le Beaujolais, c'est la terre sainte pour le gamay. Et puis les vignerons sont devenus des copains à force justement de bonne bouffe, à force de dégustation et voilà, à force de moments passés à discuter autour d'une table, autour d'un tonneau. Et c'est toujours, nous, c'est notre Madeleine de Proust, le gamay. Celle-là, c'est ma petite favorite. Je l'avais découvert dans la vidéo des frères Alcala, où on est allé leur rendre visite. C'est une production de domaine de Pata Negra en Suisse incroyable et on avait découvert cette cuvée grâce à Clément. Et aujourd'hui, on est dans leur domaine, c'est ouf. Et voilà, on va nous servir un petit verre, hein, comme d'hab. Du coup, là, on retrouve un petit peu de bœuf japonais. L'idée, c'est de les faire juste toaster sur le brasero, un petit peu format tataki. Et on le met sur une brioche avec des œufs de poisson pour apporter un peu de salinité. Et au final, ça fait un truc un peu croquant, simple à faire et super bon. C'est coupé tellement finement, c'est juste, il faut le snacker un petit peu pour que ce soit chaud. Et après, le produit il y a lui-même au final du bœuf de Kobe, une brioche, des œufs de poisson. Ouais, c'est bon. Et côté la localité aussi, vu qu'on est de Chambéry à la base, au début sur la carte des vins qu'on avait dans un des restaurants, on avait 25 morgons différents. Et forcément, sur l'appellation Morgon qui est connue, quand tu commences à avoir 25 Morgons, c'est que tu as été dans le Beaujolais assez souvent. Donc, Jessie, je travaille avec Guy Breton, dit Petit Max. Max n'était pas vigneron, son grand-père était vigneron. Il s'est intéressé au vin au moment où Marcel Lapierre, ils ont commencé entre copains à vouloir essayer de changer la manière de faire du vin. Du coup, le domaine où je travaille, c'est des précurseurs un peu du vin naturel Beaujolais, quoi, en tout cas. Tout à fait, vin naturel, donc c'est-à-dire déjà commencer à travailler sans chimie au niveau de la vigne pour pouvoir après faire des vins sans intrants, sans chimie et naturel. Du raisin, que du raisin. Et tout le monde avait sa pâte et c'était trop bien. C'est ce qui est important parce qu'en fait, dans le Beaujolais, on n'a que du gamay. On n'a qu'un seul cépage. Donc après, tu as pas du vinificateur qui vient enrichir l'offre. Et puis c'est un côté artistique. Bien sûr. C'est ça qui est cool. C'est la sensibilité c'est ça qui est génial. du vigneron qui est transmise dans le vin. Et notamment dans les vins naturels, puisque tu ne triches pas, tu ne rajoutes rien. T'as mangé toi? Je suis pas sûr. Voilà. Et l'idée de mettre ça en vidéo, c'est quoi un peu le message? L'idée, c'est d'aller encore plus loin dans le process. On a toujours été dans cette optique d'aller chercher des vignerons pour les faire découvrir. Et là, on va encore un peu plus loin. C'est justement de donner ce côté accessible en fait, de ces vins nature, ces vins vivants, ces vins d'artisans, vraiment au grand public. Et donc du coup, on vient chercher un canal de diffusion qui est quand même qui va toucher encore plus de monde et surtout qui va surtout comprendre notre manière de fonctionner, qui est d'aller chez le vigneron, de comprendre pourquoi il travaille comme ça, pourquoi il a décidé de faire ça, comment il est venu à faire ça. Donne juste une bonne raison
te faire chier à faire du Beaujolais nouveau? Alors le terme se faire chier, en plus, il est bien choisi. C'est l'un des vins les plus compliqués à faire parce qu'à un moment donné, il faut qu'à un instant T, à une date, qui est le 3e jeudi de novembre, il faut qu'il soit émis en bouteille et bon. Et donc le terme se faire chier, c'est une vraie raison. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je le conserve vraiment que pour les clients. Les clients qui travaillent avec nous toute l'année, sur des autres cuvées, sur tout ce qu'on prend plus de temps à faire. On a envie de faire la fête avec nos clients et leur montrer le potentiel du millésime qu'on vient de faire. C'est la fraîcheur, c'est le fruit, c'est tout ça. Donc c'est principalement faire la fête et continuer à faire perdurer cette petite tradition qu'est le Beaujolais nouveau. Là, mon super projet à la con, c'est de flamber des petits oignons avec du machitazo, qui est un mezcal ultra sympa. Voilà. Apporter une petite touche de fumée et une puissance aromatique. Allô. Ouais. C'est crème feta avec les patates douces. Il y a un bêtisier. Du coup Pierre, ça fait une dizaine d'années que tu fais du vin. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu es passé du vin conventionnel au vin naturel et tu as peut-être un héritage familial, un héritage culturel à nous expliquer et comment s'est passée la transition? Ouais, c'est un truc qui s'est fait un peu et naturellement et un peu de rencontres et d'interaction avec les personnes. C'est un vignoble qui a 5 générations, qui est assez vieux, avec des générations de vignerons qui ont connu plus ou moins de contextes différents. Ça s'est fait un peu en rencontre, en buvant des vins surtout, et en disant c'est quoi ça, c'est complètement différent des vins que mes parents faisaient à l'époque. Mes parents en fait ont décidé d'arrêter un peu les viticulture à une époque et me posaient des questions, tu veux continuer ou pas? Je me suis dit il y a un héritage familial qui disparaît, c'est cool. Donc je me suis lancé dans le milieu du vin, quoi, un peu au début quand parlé en disant allez, je vais essayer puis on verra, quoi. Les vins qu'on fait au final, c'est uniquement des vins qui sont faits avec le feeling, quoi. Et c'est ça qui m'a plu au départ, et vraiment avec l'explication des copains qui avaient eu des parents qui les appuient longtemps et tout. Et puis moi, c'est vraiment été un choc de sensibilité. On est sur un faux filet roulé de Sachi Choco, et du coup c'est un poil persillé, tu vois. Ça, l'idée c'est bien de les snacker d'un premier côté déjà, donc bien les ferrer. Là ça veut dire qu'il faut que ce soit bien doré, bien grillé. Là c'est pas le cas encore ici par exemple, il faut qu'elle soit bien ferrée. Puis une fois que c'est le cas, après on la retourne, on laisse faire la même chose et après c'est cuit au milieu. Ça se mange saignant bleu. Tellement persillé que ça se mange un peu saignant. Il faut que le gras, tu vois, il pénètre bien dans les chairs parce que sinon après ça fait assez indigeste. Manu, toi t'as fait une reconversion professionnelle il y a quelques années. J'ai travaillé pendant 20 ans dans la recherche biomédicale. Rien à voir, c'est juste qu'à la quarantaine, j'ai commencé à m'intéresser au vin, notamment j'habite sur Mexius, donc c'est dans sur le nord de Lyon. Je me suis inscrit en 2017, en juillet à Beaune, pendant 2 ans. Et puis en décembre 2019, je vois une annonce, Yann Bertrand cherche saisonnier pour 6 mois. J'arrête mon boulot. Puis je vais bosser 6 mois. Mon passage chez Yann qui a fait que j'ai été passionné en fait par le vin et puis je me suis installé. Ça a été naturel en fait de commencer direct en bio et sur une vinification nature. J'ai commencé mon premier millésime, j'ai pris une vigne en Fleury-Champagne en janvier 21. Donc je suis passé en bio directement. J'ai appris chez Yann la vinification du Gamay nature, sans intrants. Finalement pour moi, on va dire, c'est peut-être un cheminement beaucoup plus facile que comme Pierre ou d'autres qui sont passés du semi-conventionnel au nature, dont les parents aussi avaient l'habitude de le faire et ils étaient un peu choqués de voir. Moi, ça a été naturel, quoi. Et Matt, comment il s'appelle ton cocktail déjà là? Le Saint-Cyr. Ça va rapporter une petite douceur, une petite richesse, ce côté tonique amer qui va bien se compléter avec la sucrosité.
et la perfection de ce gin qui est incroyable. Santé les gars. Il y a du gin là-dedans. À chaque épisode, on vous amène quelqu'un de chez Liquids, qui est une société de cocktail premium qui élabore du coup à chaque épisode des recettes un petit peu spécifiques. Ok, nous Liquid, ce soir on vous propose un cocktail assez sympa. On vous propose un petit gin tonic avec un produit qui me tient énormément à cœur, qui est du Drunken Horse. Et avec ça, on a de la Clear Ice, un glaçon extrêmement pur avec lequel on va travailler. On va le casser pour qu'on ait une petite dilution, un refroidissement du cocktail, mais aussi une dilution lente, 5 petits centilitres de ce produit qui est magnifique. Et là, c'est un sirop de tarte citron meringuée. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un oléosaccharum de citron, c'est-à-dire qu'on a extrait les huiles essentielles de citron. On a fait un sirop de citron. Et après ça, moi, j'ai fait un fond de tarte que j'ai cuit sous vide. Et on a pu avoir ce produit qui est incroyable et délicieux. On a une belle couleur citronnée, belle couleur de tarte, de fond de tarte. Et avec ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter le gin, 2,5 centilitres. On va toper au tonic. Ça va rapporter une petite douceur, une petite richesse, ce côté tonique amer. T'as fait exprès que ce soit bon comme ça là? Ouais, définitivement. Là, je te retrouve là. Santé, mon copain. Est-ce que c'est pas la régalade? Le Bojo, c'est beau et c'est jovial. Le Bojo, c'est jovial. Et on n'aurait pas oublié un dernier petit truc. On a oublié un truc. Ah, il me semble. Hein. Bon, pas de gamin, non? Il me semble. Hein. Salut. Santé.